Ok. Serval, tu n'étais pas encore connecté? Oui, tout est OK. Merci Natacha. Bon. Salut Bah, Alona, pourtant, on a salut marqué qu'on n'est Lydis. pas live, donc il y a des problèmes sur la plateforme Contrast, parce que de mon côté, il est marqué qu'on n'est pas live. Mais donc, si tout le monde nous entend, a Génial. priori, c'est qu'on l'est. On va partir du principe que c'est le cas. Vous pouvez continuer de nous confirmer que c'est le cas? Non, de mon côté, non. Donc, je pense qu'il y a quelques privilégiés qui l'ont en live. On retente et pas tout le monde, donc on retente. Désolé, je pense que la plateforme Contrast qu'on utilise pourtant pour chacun de nos webinars On semble vous rencontrer entend, dit des Benjamin. problèmes. Ah, bah en fait, apparemment, Contrast a choisi une partie de la population pour avoir le privilège de nous entendre et les autres ne l'ont Ah. pas. Je ne t'entends pas. On a une petite Corée. Caroline dit un truc intéressant, c'est qu'il faut faut probablement rafraîchir la page, pour intégrer le live. On entend et on voit. Super, merci Arnaud. Ok, on entend. Bah écoutez, moi, c'est pas marqué comme live, mais est-ce qu'on part du principe que on entend et on On y voit? va. Rafraîchissez. Bon, on part du principe que c'est live, même si c'est marqué que l'on ne l'est pas. Désolé pour cette problème technique. La plateforme va avoir trop de succès. On n'a pas habitué à avoir autant de monde, je sais pas. Mais bonjour à toutes et à tous. On va se comporter comme si on l'était et que vous nous entendez tous. Et donc, on est parti. Merci à tout le monde d'être venu. Un peu de retard donc. Allons-y. Donc aujourd'hui, on parle augmentation de salaire, on parle budget prévisionnel d'augmentation de salaire, la période qui nous attend à la fin de l'année. Donc, je n'ai pas d'études sur le sentiment des RH vis-à-vis des périodes d'augmentation de salaire. La dernière étude que j'avais lue sur les périodes de revue de performance de fin d'année, c'est 92% des RH redoutaient ces périodes-là. Je ne suis pas sûr que le pourcentage soit meilleur ou pire quand il s'agit de la préparation des revues de salaire en tout cas. Mais on peut dire que c'est souvent un moment compliqué, c'est souvent un moment anxiogène. Et on espère qu'aujourd'hui, on va vous donner des billes pour le rendre un peu plus simple. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je laisse Katharina et Calix se présenter. Katharina, tu veux commencer? Yes, bonjour à tous et à tous. Donc moi, c'est Katharina. Je pense que je connais quelques personnes d'entre vous. Donc, ravie d'avoir autant de monde à ce webinaire. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans les RH. J'ai bossé dans quelques sociétés comme Ubisoft, Criteo, CGI, un peu d'expat au Canada aussi. Et puis, j'étais DRH chez Cybelle Angel pendant 3 ans et j'ai rejoint Avisio il y a 1 an. Et j'accompagne des startups dans la French Tech et autres, notamment Virtuo, Apricity et plus récemment Eloasso. Ravie d'être là avec tout ce monde parmi nous. Et du coup, j'enchaîne. Merci Katharina d'avoir rejoint l'aventure il y a 1 an. Ça a été une autre année que les gens ne connaissent pas, de fortes négociations pour que tu viennes. Mais à la fin, tu as fait le choix de nous rejoindre. Donc moi, c'est Calixte. Je suis dans les RH depuis une vingtaine d'années. Et j'ai eu la chance de créer Avisio in Residence, qui est un cabinet de conseil sur différentes verticales. On embauche des experts en CDI, pour les faire en collectif et après répondre à des besoins clients. On a 3 verticales, donc Sales Ops, pour améliorer la performance des commerciaux. Recruteur in résidence, le modèle RPO hyper utile et on sentait qu'il y avait une vraie marge de progrès pour pouvoir mieux faire ce métier de RPO. Et donc DRH, dont Katharina fait partie. Voilà, on est organisé en entreprise Opal, on se marre bien et en 2 ans, on a accompagné 111 clients. Un vrai plaisir d'avoir tous ces clients avec nous et je pense que ça nous donne une bonne visibilité de ce qui se passe dans l'écosystème de la tech par nos expériences, que c'est que des DRH de l'expérience de Katharina qui sont avec nous. Voilà. Eh bien, superbe introduction. On se lance dans le sujet du jour, la revue de salaire, la préparation des revues de salaire. Avant que l'on commence, on a un moment questions et réponses à la fin, quoi qu'il arrive. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer en continu. J'essaierai, dans mon rôle de modérateur, de prendre les questions si elles sont pertinentes par rapport au sujet dont on parle sur le moment. Et sinon, on les prendra à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On est parti. Alors, quand on parle revue de salaire, on parle déjà budget de revue de salaire. Donc, nous, comme l'an dernier, on a fait une enquête sur les budgets prévisionnels des revues de salaire en comparaison avec ceux de l'an dernier. Je vais vous partager les résultats. Et avant de vous partager les résultats de cette enquête, la première chose, c'est que déjà, on est quand même dans une période un peu particulière, ou en tout cas, à la même époque l'an dernier, quand on avait fait l'enquête, on avait beaucoup plus d'entreprises qui avaient défini leur budget. Et là, on semblait dans une période plus d'intérim et d'attente. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui sont en train de se dire, nous, ce n'est pas encore le cas. On attend de voir un peu ce qui se passe sur le marché. Donc déjà, c'est la première chose qu'on voit sur le marché, c'est un peu plus d'attentisme dans la préparation des budgets, des entreprises qui rentrent en NAO potentiellement un peu plus tardivement, sans budget prévisionnel encore arrêté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que prévoient les entreprises en moyenne maintenant par rapport à l'an dernier? On y va. Voilà les premiers chiffres qu'on a réussi à avoir. Alors, on
on a fait cette enquête encore une fois l'an dernier et à cette année, on a demandé aux entreprises qu'est-ce que vous aviez l'an dernier et qu'est-ce que vous pensez avoir cette année. Et donc, les entreprises qui nous ont répondu nous ont dit en moyenne l'an dernier, on avait 6,2%. Par contre, en prévisionnel, pour les revues de salaire qui arrivent, et la grande majorité des entreprises ont des revues qui se déroulent entre décembre et février ou mars. Et donc, ces grandes majorités de ces entreprises-là avaient eu un budget l'an dernier de 6,2% et prévoient un budget de 4% cette année. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit, OK, le contexte est difficile, mais il était aussi difficile l'an dernier, si vous vous souvenez, sur pas mal le ralentissement des valorisations boursières, notamment un peu dans le monde de la tech, un peu la chute des investissements dans le monde des startups, donc il était déjà compliqué. Par contre, il y avait le sujet de l'inflation, du baisse du pouvoir d'achat, etc. Et on ne savait pas trop l'an dernier comment ça allait, lequel de ces deux forces contraires allait prévaloir. On s'est retrouvé quand même avec des budgets qui, dans les budgets mesurés, étaient pour nous quand même assez hauts, 6,2% comparé au budget historique. Malgré tout, malgré le contexte difficile, en fait, on s'est retrouvé quand même avec un budget assez haut, avec pas mal d'entreprises qui se sont dit, notamment à cause du sujet de l'inflation, on va faire un effort exceptionnel. Cette année, il semble être en tout cas un petit retour à la réalité et une baisse significative des budgets prévisionnels pour la fin de l'année. Et on zoomera sur le sujet de l'inflation par ailleurs, mais on passe d'un ce qu'on a vu l'an dernier à 6,2%, un budget prévisionnel de 4%. Et de 4% exprimé, évidemment, je ne l'avais pas dit, en pourcentage de la masse salariale, ce qui est un peu la norme quand on parle de budget d'augmentation. Donc ma question, Calixte, Katharina, qu'on sait peut-être par Calixte, est-ce que ce que vous voyez vous, sur le marché, vous accompagnez beaucoup d'entreprises. Comparé à l'an dernier, est-ce que vous sentez les entreprises un peu plus frileuses, un peu moins de budget que l'an dernier? Tout à fait aligné avec ce que tu dis. Je pense qu'il y a tellement d'événements externes qui font qu'il y a une certaine attentisme des CEO. Les événements externes, on les connaît, bien sûr, un peu macro-politique, mais tu as aussi, tu parlais de la crise de la tech, tu parlais des financements, aussi la rareté des talents. On est quand même dans un marché qui est quasiment en plein emploi. Et donc, tout ça fait que les gens sont un peu attentifs, alors que l'année dernière, ils avaient pris l'initiative d'augmenter de façon significative les salariés. Et je voudrais juste, sur les chiffres là, qui paraissent importants, 6-4%, c'est globalement l'inflation, donc il y a assez peu de perte de pouvoir d'achat, alors que depuis les 20 dernières années, les augmentations globales étaient supérieures à l'inflation. Donc les gens ont gagné du pouvoir d'achat. Et effectivement, cette année, il y aura peut-être une petite contrition du pouvoir d'achat des gens, puisque les augmentations seront probablement en dessous des budgets d'inflation. Mais ouais, bon, clairement, on ressent ça chez nos clients. Katharina, c'est aussi la chose que vous voyez, que tu vois, toi, parmi tes clients? Oui, complètement. Enfin, on est assez aligné par rapport à l'année dernière et c'est d'autant plus challenging pour tout l'impact qu'il y a derrière sur comment justement répartir cette enveloppe. On y viendra après. Et donc ça, ouais, c'est que tu dis comment est-ce qu'on répartit l'enveloppe? Je pense qu'il y avait des questions. Première question, c'est le sujet de l'inflation. C'était l'an dernier, c'était vraiment sur toutes les lèvres. C'est marrant hein, parce qu'il y a encore 2 ans, c'était l'explosion du télétravail, comment on rémunère les gens en télétravail, l'alignement des salaires. L'an dernier, c'était inflation, inflation, inflation. Qui fait quoi? Là, pareil, nous, dans notre enquête, on a posé des questions à pas mal d'entreprises. Donc, on va regarder les chiffres et après, je serais très curieux de voir ce que vous voyez comme mesure en fait, que les entreprises ont pris et qui semble avoir bien marché ou moins bien marché parmi vos clients. L'an dernier, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait vu 38% des clients, donc 38% des gens qui ont répondu à l'enquête nous ont dit l'an dernier, on avait un budget dédié à l'inflation, à la baisse du pouvoir d'achat. Et le budget en moyenne était 2,2%. À droite, vous voyez un graphe en anglais qui dit qu'en gros, pour ceux qui avaient un budget, comment ils l'ont distribué. En rose, c'était une faible proportion qui faisait un mix de bonus, c'est-à-dire de primes et d'augmentation de salaire. En vert, c'était juste de la prime qui en fait était souvent en France la prime liée au pouvoir d'achat, et donc l'ex-prime Macron, telle qu'elle a été surnommée. Il y avait beaucoup de pays qui ont fait des mesures similaires, par exemple en Allemagne, par rapport au UK, etc. Et en bleu, c'était un budget, on a en gros augmenté le budget d'augmentation pour prendre en compte l'inflation. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément fait des mesures spécifiques, mais on a augmenté le budget total. Alors que le reste, c'est on a pris des mesures spécifiques qui pouvaient être des primes ou qui pouvaient être des augmentations. Vous, qu'est-ce que vous avez vu cette année, l'an dernier, pardon, Calixte, Katharina, comme mesure que certaines entreprises ont pris, la prime? Est-ce que vous avez vu des entreprises mettre la prime, faire des augmentations spécifiques? Qu'est-ce que vous avez vu qui marchait bien? Moi, j'ai senti que les entrepreneurs, ils voulaient tester plusieurs choses pour répondre aux besoins de l'inflation. Donc, effectivement, la prime Macron a été vachement distribuée dans les entreprises parce que c'est un avantage intéressant, parce que il faut s'en servir. On a aussi beaucoup d'entreprises qui réfléchissent à différents modes de rémunération. On a commencé à signer des accords d'intéressement, par exemple, alors que dans les startups, c'était vraiment pas le principe.
On a commencé à reparler d'AGA ou de BSPCE, donc de donner de l'actionnariat salarié. Donc, moi, j'ai senti que l'année dernière, il y avait un mélange de choses pour que l'impact de l'inflation n'ait pas trop d'impact sur le chiffre parce que les SaaS ou les startups n'ont pas augmenté leur prix en fonction de l'inflation. Donc, il y a une contrition de la marge qui déjà est assez faite dans les startups. Et pour filer la métaphore, moi, j'entends des salariés qui me disent c'était bien beau la prime de pouvoir d'achat l'année dernière, mais maintenant, on veut du salaire. C'est bien beau de nous avoir donné des spéciales, mais maintenant, on veut du salaire. Et je sens, tu disais que les RH avaient peur de cette période d'augmentation. Moi, je sens qu'il va y avoir des petites tensions parce que soit on va tenter des mesurettes, c'est pas négatif, mais des choses en parallèle du pur salaire qu'on touche tous les mois. Et je crains que ça va être que ça soit assez mal perçu par les salariés. Katharina, toi, tu as vu des choses qui ont bien marché ou moins bien marché, justement, autour de ce sujet de l'inflation? On a eu notamment des boîtes qui se sont positionnées en reprenant l'enveloppe et en distribuant une partie un peu plus importante, c'est-à-dire une moyenne d'augmentation plus importante pour des tranches de petits salaires, pour s'assurer que, voilà, au-delà des personnes qui gagnent en dessous d'un certain seuil, il n'y ait pas trop d'impact sur je dirais, le niveau de vie quand on reprend les données de l'inflation, notamment de l'année dernière. Cette année, maintenant qu'on a des budgets qui sont un peu plus serrés, on voit une relation aussi RH-CFO qui est plus tendue, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on demande davantage de précision, plus de granularité. Et c'est des choses qu'on faisait beaucoup moins avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, tu es de 4-5%, tu as plutôt intérêt à bien les répartir et à bien rationaliser le pourquoi du comment tu distribues à telle et telle équipe certains pools de pourcentage. Voire même, on a des sujets qui étaient avant des sujets de plus grandes boîtes, type Théo et autres voilà, licornes ou pas forcément licornes. On a des budgets qui sont différents en fonction des pays, ce qui était avant un sujet plutôt grosse boîte. Aujourd'hui, même dans les petites startups qui sont réparties dans plusieurs pays, même avec 2-3 personnes, on a des DG de pays qui demandent des budgets d'augmentation plus élevés pour essayer de pallier à ce niveau inflation qui est pas négligeable et ce contexte économique qui n'aide pas. Et là-dessus, je rebondis rapidement, parce qu'en fait, maintenant, avant qu'on revienne on sorte un peu de l'inflation, parce qu'on va pas parler de ça. Quand dans l'enquête cette année, qu'est-ce qu'on a vu? Là où l'an dernier, il y avait quasiment 40% des boîtes qui avaient du budget dédié spécifiquement à des mesures spécifiques liées à l'inflation, maintenant ça descend à 28%. Donc je rebondis par rapport à ce que tu disais, Calix. En fait, les salariés attendent les entreprises au tournant. Néanmoins, les entreprises semblent moins prendre le sujet de l'inflation à cœur cette année. Et donc, on risque d'aller vers un conflit entre les attentes salariées et les mesures d'entreprise. Et le budget moyen lui-même, qui était de 2,2% l'an dernier, parmi celles qui décident d'y attribuer quelque chose, est plus de 1,7%. Ce que vous voyez à droite, en gros, c'est à quel point il y a des entreprises qui ont décidé de prendre des mesures. Pareil, est-ce que c'est un budget spécifique? Est-ce que ce sera un bonus ou une prime pouvoir d'achat ou équivalent dans certains pays? Et donc, le détail de ces réponses, de toute façon, on vous enverra les slides à la fin. Pas trop épiloguer là-dessus. Mais donc, c'est intéressant, je rebondis sur un point. Tous les deux, vous avez mentionné. En tout cas, l'an dernier ou récemment, on semble avoir vu une diversification des mesures. On n'est plus juste, on a un budget d'augmentation, on augmente les gens. On va regarder l'intéressement. On va remettre des actions gratuites versus que les BSPCE, d'autres mesures, des primes. Est-ce que globalement, ces dernières années, on a vu une élévation du niveau dans les mesures, dans les RH, une maturité dans les process d'augmentation et gestion des augmentations de salaire? C'est un peu ma question. Calix, tu viens d'en parler, donc est-ce que tu veux peut-être prendre la main là-dessus? Est-ce que le niveau moyen de maturité a augmenté quand il s'agit d'aborder ces revues de salaire? Clairement, il y a plein de facteurs qui le justifient. Déjà, les fondateurs d'aujourd'hui sont plus matures que les fondateurs d'hier. Avant, dans les années 2010, tu fondais une boîte, c'était un peu des sorties d'école. Aujourd'hui, tu as beaucoup de fondateurs qui ont 35-40, c'est leur deuxième société. Donc, ils savent les impacts des augmentations de salaire. Deuxièmement, il y a des outils. Ça devient un peu commun maintenant de travailler l'augmentation de salaire. Il y a des outils comme Figures, mais il y a d'autres outils qui permettent aussi de travailler ça. Et troisièmement, il y a toutes les obligations juridiques qui font que tu peux plus faire n'importe quoi. Et on parle beaucoup de la directive européenne, mais tu sais que dans 3 ans, tu vas devoir lever le voile sur tout ce que tu as fait sur la rémunération et donc d'augmenter machin parce qu'au final, tu n'as pas envie qu'ils partent. Et si jamais ça rend n'importe quoi ta grille de salaire, c'est pas grave parce que personne n'est au courant. Ou des justifications d'écart de salaire homme-femme, c'est pas grave si personne n'est au courant, c'est pas grave. Je m'entends, hein. En tout cas, c'est vraiment opaque si personne ne le voit. Mais moi, je sens des fondateurs qui disent aujourd'hui, ou des DRH qui disent, attention, là, on a 2-3 ans pour mettre au carré notre grille de salaire, notre stratégie de rémunération. Donc, c'est d'ores et déjà qu'on doit le faire. Et probablement, un des impacts directs, ça sera des départs de collaborateurs.
qu'on rattrapait hier par de la rémunération et qu'on ne pourra plus faire par du pur rattrapage de la rémunération. Donc, c'est sûr que c'est un sujet qui est peut-être pas sur toutes les lèvres, mais beaucoup plus d'actualité que hier. Ouais, c'est là-dessus, hein, je ne sais pas à quel point on va peut-être partager l'article au sujet de la directive européenne sur la transparence des salaires et les mesures qui y sont liées, publication des fourchettes d'emploi, impossibilité de demander le salaire actuel des salariés, etc. Mais le point sur lequel tu revenais, qui sont importants, c'est le droit à l'information des salariés qui ont le droit d'exiger auprès de leur employeur comment je suis payé comparé à mes pairs, et aussi, presque surtout, le renversement de la charge de la preuve de l'employé vers l'entreprise en cas de poursuite d'un salarié envers l'entreprise sur le thème de la discrimination salariale. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a un ou une employée poursuit l'entreprise pour discrimination salariale, c'est à elle d'amener les preuves d'une potentielle discrimination. Même si la Cour de cassation est déjà en train de juger, déjà en train de dévier de cette zone historique, parce que là, la Cour de cassation vient de juger dans un cas que la salariée avait le droit de demander à son employeur de fournir des bulletins de salaire anonymisés de ses collègues. Donc déjà, on commence à rentrer vers cette charge de la preuve qui se renverse, et ça va être demain aux employeurs de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination salariale, et donc ça va être aux employeurs de prouver que toutes les décisions de salaire, de l'embauche jusqu'aux revues annuelles, sont justifiées, sont objectivées. Donc c'est un peu ce que tu disais, je ne sais pas si on va C'est vers une la fin bombe. du discrétionnaire, mais voilà, ça va Non, mais remettre en cause les c'est une décisions de, bombe. tiens, on donne tant à ti, tant à ta, un peu à la tête du client ou pour retenir les gens, parce que derrière, il va falloir assumer ces décisions. Et les bonus discrétionnaires. Beaucoup d'entreprises versent des bonus discrétionnaires sans justifier le pourquoi du comment. Ça sera beaucoup plus compliqué demain. Donc, c'est vraiment une bombe qui est en train d'arriver. Et en même temps, c'est plutôt positif. J'ai été dans des startups où les augmentations de salaire se faisaient en catimini et c'était beaucoup les RH qui décidaient ou le financier qui décidait sans avoir vraiment pris l'avis des opérationnels. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. C'est les managers qui donnent l'avis. Il y a des données marché, il y a des budgets, il y a du rationnel. Donc, c'est très positif les changements qui sont en train d'arriver, mais ça va bouger, quoi. Et tu le vois aussi déjà, Katharina, ce changement, toi, dans les entreprises, cette structuration, cet éloignement on s'assoit dans une salle, peut-être juste les dirigeantes, fondateurs, on s'assoit, on décide qui augmente qui et on se structure? Complètement. Et ben, il y a deux choses. Je dirais que la première chose, c'est on demande de la rationalisation, donc objectivité dans les prises de décision. Et ça passe par se poser la question notamment de est-ce que mon budget augmente, je le lie à la performance. Est-ce que je suis capable, en tant que manager, en tant qu'HR, d'évaluer de façon objective la performance de sorte que ça impacte une augmentation de salaire. Enfin, c'est un vrai sujet. On le faisait jusque-là comme ça. Il y a de plus en plus de startups en fait, qui se repositionnent sur l'essence même de l'augmente. Est-ce qu'on regarde simplement des données marché et donc on s'assure qu'on fait un leveling en interne pour s'assurer des niveaux de seniorité de chacun et que tout le monde est payé au moins au marché, voire au-dessus de la médiane pour les sociétés qui souhaitent se positionner différemment sur le marché. Donc, premier élément, rationalisation. Et deuxième élément qui est très corrélé à ça, c'est process. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on avait un mini-groupe, comme tu disais, Calix, dédié au sujet de rémunération, donc comité, etc. Aujourd'hui, on implique beaucoup plus les managers et on veut s'assurer qu'on les forme, qu'on les aide aussi à communiquer sur le rationnel des augmentes, etc. Et on leur donne un max de billes en fait sur les process HR qu'on monte d'ailleurs souvent avec eux, en contribution avec eux, pour que ce process ne soit plus, je dirais, anxiogène et source de frustration pour les équipes. Donc il y a vraiment il y a un effet marché, il y a un contexte économique qui explique plein de choses. Et deuxièmement, il y a aussi je dirais une fonction HR qui devient beaucoup plus experte et qui se lie davantage aux stakeholders, aux CODIR et aux financiers d'entreprise pour prendre des décisions les plus objectives et rationnelles possibles. Calix, tu vois ça aussi? Ça, la structuration, la ventilation du budget, l'accompagnement de managers, c'est un point important parce que je pense qu'historiquement, il y a beaucoup de managers qui se sentaient un peu démunis, notamment dans les plus petites entreprises. Hein. Tiens, on a un budget, débrouille-toi pour décider qui augmenter et qui pas augmenter. Rendez-vous dans une semaine, quoi. Tout à fait, 100% aligné avec ce que vous dites tous les deux. Il y a même des managers qui disaient moi je voulais te donner tant mais j'ai pas eu le droit parce que là-haut ils m'ont dit ça. Ça je l'ai entendu quelques fois, nombreuses fois. Maintenant c'est moins le cas parce que les managers sont partie prenante de la décision et comme on a aussi une avancée de la transparence plus globale, les managers vont être au courant de la situation économique de la société, de la situation de croissance, de plein de choses, et ils sont plus à même de comprendre que le budget de 3,7% ou de 5,2%, peu importe, en tout cas qu'il y a une vraie rationalisation du budget, et ce budget il est décidé par un binôme finance-RH, forcément sur l'impulsion du CEO, mais c'est vraiment un budget finance-RH, la finance dit ce qu'on peut faire, la RH dit ce qu'on doit faire, et au final on fait la solution c'est ce qu'on fait.
Et ensuite, on descend ça sur les managers. Donc, tout à fait aligné. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça va globalement dans le bon sens. Et je rebondis sur un point juste avant, c'était le côté ventilation de l'augmentation à la performance. Alors là, outre ce que vous voyez, est-ce que vous avez des convictions sur le sujet, avant peut-être que je partage la mienne, sur l'association entre les revues de performance et les augmentations de salaire? Katharina? Clairement, c'est assez simple, hein. Si tu n'es pas capable de revoir les perfs et de les évaluer de façon objective parce que tu n'as pas fixé tes objectifs ou parce que tu n'as pas d'outils en interne en fait, qui te permet de mesurer, ne lis pas l'augmentation à la perf. Pourquoi? Parce que c'est très dur à expliquer et même en tant que HR, on sera difficilement amené à aider les managers à communiquer sur le sujet si eux-mêmes ne sont pas à l'aise avec l'exercice de revue de perf. Donc, je dirais règle d'or, voilà, être à l'aise pour pouvoir lier les deux ensemble, effectivement. Calix? Sujet complexe. Il y a quelques années, j'aurais dit que c'était une évidence. Et aussi parce que je venais d'un monde industriel où on favorisait plus les augmentations générales que les augmentations individuelles. Et quand je suis allé dans les startups, j'ai découvert que en fait, la vie, il y avait un autre écosystème qui valorisait l'augmentation individuelle à l'augmentation générale. La difficulté, c'est, tu parlais du risque juridique, la contestation de la preuve. Comment est-ce que tu fais pour évaluer la performance? Et comment est-ce que tu fais pour valider cette évolution de la performance, sachant qu'il y a une part subjective énorme dans l'évaluation de la performance. J'ai connu des situations où des collaborateurs étaient notés de façon ABC, de façon assez subjective, et du coup, l'impact, il est direct sur la rémunération. Donc, je suis probablement en train de changer un peu ce sujet-là, mais je n'ai pas la solution qui permet de faire des augmentations individuelles concrètes. Ouais, c'est intéressant. Alors moi, j'ai évidemment un avis tranché pour 2 raisons, hein. Ma conviction personnelle, c'est qu'il y a eu une mouvance il y a quelques années, pour ceux qui l'ont vécu il y a une dizaine d'années, de s'éloigner des notes de revue d'entretien annuel. De dire: «Ah, plus d'entretien», soit plus d'entretien annuel, soit plus de revue d'entretien annuel. Mais ce qui se passe dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est que la question des augmentations et de comment sont déterminées les augmentations qui arrivent, ça devient, ils disent: «Ah, c'est anxiogène, les notes de revue, les entretiens annuels, c'est anxiogène», on se débarrasse. OK, mais quand on arrive à la fin de l'année et qu'on a décidé qui est promu, qui est augmenté, comment c'est déterminé s'il n'y a rien? Et donc moi, ma conviction, et c'est un peu la résultante de ce que je partage vos 2 points de vue, mais c'est qu'il faut être, en fait, on va être obligé, et encore plus demain avec la directive européenne et l'obligation de se justifier de ses décisions de salaire, d'être très, très bon sur l'évaluation de la performance et d'avoir un bon processus d'évaluation de la performance bien cadré et d'utiliser les résultats de cette évaluation pour aller driver les augmentations et les augmentations et les revues de salaire. Donc moi, je suis vraiment pour ça, et je pense que la réponse qui serait d'avoir peur et de passer à de l'augmentation générale serait compliquée, parce que comment on valorise la performance si on commence à oublier l'individualisation partielle de la rémunération et de l'évolution de carrière, si on fait que de l'augmentation générale. Donc moi, c'est vrai que j'ai un vrai parti pris sur l'association de la performance aux revues de salaire, mais dans ce cas-là, un vrai focus sur s'assurer qu'on fait ça le mieux possible, les revues de performance, et que c'est inévitable. Et qu'en effet, comme tu disais, Katharina, si on ne le fait pas bien, bah, on va avoir des problèmes par la suite. Si on évalue mal la revue de performance, comme tu disais, Calix, de manière trop discrétionnaire et floue. Mais la réponse qui viendrait à dire, bah, dans ce cas-là, on ne le fait pas, pour moi, elle est compliquée. C'est plutôt de dire, dans ce cas-là, on est obligé de se dire qu'on doit bien le faire et c'est inévitable demain. Ouais, complètement. Et j'allais rebondir un peu sur ce sujet, aborder d'autres sujets derrière. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, il y a une question de Clément sur les liquidités, sur l'equity, les stock options, etc., sur lesquelles on reviendra. S'il y a des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas pour nous en faire part. Mais dans ce cas-là, alors, le rôle de DRH ou de la DRH dans tout ça, dans ces revues de salaire, c'est quoi, selon vous, ce rôle le plus important? Katharina, c'est quoi le rôle du DRH dans ces enjeux de revue de salaire? Je dirais dans un premier temps apporter une vision, être capable d'aligner le CODIR entre ce que veut le CEO, la vision du CODIR liée au management de leur manager, des équipes et les attentes des salariés. Je pense qu'il y a parfois un cocktail qui ne se mélange pas forcément très bien. Donc, je dirais qu'il y a une première mission, c'est de clarifier la vision, la stratégie de rémunération au sein de la boîte. Quel focus, quel angle d'attaque on prend? Est-ce qu'on fait un focus top talent? Est-ce qu'on fait un focus top performer? Est-ce que c'est un combo des deux? Et comment lier tout ça ensemble? Et il y a un deuxième élément qui est de plus en plus clé, qui est vraiment le soutien à la communication. On est sur des sujets qui sont très sensibles, qui sont parfois même émotionnels pour certains. Et donc, être vraiment le pivot
pour point de contact de com et créer même des kits potentiellement de com, de feedback pour les managers, ça devient de plus en plus une pratique. En tout cas, on sent le besoin qui est remonté. Et c'est là qu'on apporte vraiment une super valeur ajoutée à la startup qu'on accompagne et aux managers, parce qu'on les aide sur des sujets qui sont très difficiles et qui peuvent générer aussi bien, je dirais, de la reconnaissance pour ceux qui y arrivent, que de frustration et l'impact turnover derrière qui peut en résulter. Calix, qu'est-ce que tu en dis, le rôle des RH, accompagnement de manager, accompagnement à la communication, t'en vois d'autres? Ouais, c'est central. Moi, je trouve que le RH, il a une position de neutralité qui est hyper intéressante dans ce process. Il ne va pas être biaisé. J'ai vu des calibrations, des réunions de calibration où au final, tout le monde tirait la couverture à soi pour montrer qu'on avait plus de budget que le voisin et donc que son équipe était meilleure que le voisin. Et alors, c'est pas comme ça dans toutes les boîtes, hein, mais le RH va apporter une vision plus haute, un large spectre de la neutralité, de la rationalité, enlever de l'émotion et essayer de travailler sur les sujets de fond qui sont l'égalité homme-femme, qui sont la promotion, enfin des sujets qui sont peut-être un peu moins visibles quand tu es directement dans l'opérationnel. Donc ça me paraît indispensable de rajouter une pincée de RH dans ce process-là, qui est aussi très lié à la finance, forcément. Mais en mon sens, une fois que la finance a dit c'est tel budget, même si jamais il y a des discussions entre RH et finance pour le budget, mais après, une fois que la finance a dit c'est tel budget, la finance a moins son mot à dire parce que le budget à la fin doit être respecté, mais c'est RH qui va décider de l'attribution du budget. Enfin, c'est pas RH qui va décider, pardon, c'est RH qui va participer à une décision commune sur l'attribution du budget. Moi, je rebondis sur un point que vous avez mentionné tous les deux, surtout la Calix, sur le sujet de la calibration. Moi, je me souviens que j'avais une relation d'amour et de haine par rapport à ces réunions de calibration quand il s'agissait des revues de performance et des revues de salaire. Mais je pense que c'est un des moments de l'année où, en tant que RH, on a le plus d'impact en fait sur l'équité de la boîte. Et c'est là où on doit être. Parce que tu le dis, garant de la neutralité, garant de la justice et de l'équité interne, et c'est les moments où on doit être très bon. Et donc, je trouve que c'était incroyablement complexe, long, chronophage, mais c'est, je pense, nécessaire. En tout cas, c'est mon point de vue. Il y en a d'autres qui les détestent pour y arriver. Et je partage un truc qu'on a fait, que j'ai fait à mon époque où j'étais RH chez Criteo, que Katharina connaît bien aussi. Et ensuite, pendant l'entreprise d'après, je prenais un manager extérieur au département pour aider à calibrer. Donc, en fait, deux voies de la neutralité. À la fois la voie RH et la voie d'un manager extérieur au département qui, en écoutant les discussions, pouvait dire, mais en fait, juste moi là, je ne comprends pas trop, je ne connais pas trop Katharina Calix, mais je ne comprends pas pourquoi Calix a 4% et Katharina 3%. Je n'ai pas entendu les arguments qui justifient cet écart-là et qui venaient appuyer en fait ce rôle de RH avec un angle business qui apportait une certaine forme de légibilité, qui donnait en fait deux garants de la neutralité et de l'équité. Un RH avec les process, l'équité interne, et quelqu'un d'autre avec un angle un peu plus business. Je trouvais ça très complémentaire. Alors, il faut trouver le manager qui accepte en plus de faire les revues de salaire, la calibration de son département, aller le faire en neutralité pour les autres. Mais en tout cas, je trouvais que c'était d'un appui très précieux là-dedans. Et ça fait une question de Marianne qui dit comment on les mène ces calibrations. Est-ce qu'on rentre, si on zoome un peu là-dedans, parce qu'on rentre dans le moment des questions, comment on mène ces sessions de calibration? Moi, je peux y répondre, mais Katharina, Calix, est-ce que vous pouvez rentrer dans les détails de à quoi ça ressemble cette session de calibration? Mais souvent, c'est le CODIR, effectivement, qui se réunit pour faire le point sur la distribution des enveloppes. Ce que j'ai vu récemment, et d'ailleurs pas dans une seule startup, mais plusieurs, c'est une transparence totale sur chaque niveau d'augmente dans toutes les équipes au sein du CODIR. C'est-à-dire qu'en fait, tout le CODIR a accès à tout. Et ça, autant avant, c'était beaucoup plus siloté, où on faisait des calibrations par fonction. Donc, c'était fonctionnel. On avait le marketing qui se réunissait et on s'assurait qu'on était faire. Ici, on donne accès à toutes les infos. Et donc, ça permet d'avoir aussi une confiance qui s'installe et d'éviter cet effet, tu disais, Virgile, juste avant, au Calix, j'ai telle équipe, je booste en fait pour telle raison parce qu'en fait, on est bien maqué avec le founder et puis ça passe. Ça rend la chose beaucoup plus neutre, j'ai envie de dire, en tout cas plus objective. Et ça permet de rendre aussi de donner la balle au manager et au codir pour qu'ils s'approprient le process et que ce ne soit pas un process top-down drivé uniquement par les finances, que ça ne ferait pas sens et on n'embarquerait pas le manager derrière dans les communications qui suivent si on le gérait de façon centralisée. Calix? Déjà, il faut faire la bonne calibration par rapport à la taille de la boîte. Si tu es 1000 personnes, ce n'est pas tout à fait la même histoire que si on était 30. Si tu es 30, tu connais tout le monde, tu peux parler de tout le monde. Si tu es 1000, tu vas parler de masse, de personnes qui sortent des budgets ou des directives, de rattrapage, de promotion. Enfin, ça va plus être macro. Et il n'empêche qu'il va falloir faire attention aux gens qui sont un peu planqués parce que
Si jamais tu as un budget max de 5%, les gens qui sont à 4,9 pour pas que ça se voit, il faut quand même essayer d'aller le faire. Donc, il y a un énorme travail. Et en mon sens, c'est une partie énorme de préparation de l'équipe RH pour avoir accès à la data, aux bonnes mesures, à la bonne performance, et aussi faire un petit travail, ce qu'on a un peu oublié, mais les relations sociales individuelles, pour s'assurer que pendant la réunion, il n'y ait pas d'autres sujets qui viennent phagocyter la réunion et qu'on soit vraiment dans le pur sujet de la rémunération. Et les calibrations qui sont mal passées, c'est qu'en fait, les équipes de direction ne fonctionnaient pas entre elles. C'est un peu un révélateur de l'équipe de direction, je trouve. Ouais, je pense que aligné avec tout ce que vous voulez dire, dans ce qui marchait bien d'un point de vue pratique, donc en effet, Calix le dit, le scope dépend. Si on peut faire toute une entreprise d'un coup, ou si on est une grosse entreprise, on va faire par fonction, par département, c'est de se dire, on prend métier par métier, au niveau de seniorité, grade par grade, et on se dit, OK, voilà les augmentations telles qu'elles sont déterminées actuellement. Voilà les informations contextuelles qui sont importantes, c'est-à-dire qu'on parle de performance, de seniorité dans l'entreprise, de date de dernière augmentation, montant de dernière augmentation. Et en gros, on va challenger les écarts. Pourquoi un écart entre Katharina et Calix? Pourquoi telle personne est promue et pas l'autre? Et ensuite, à chaque fois, on se dit, OK, on a vu, tout le monde vit avec cette décision. On est parti, on passe à l'équipe d'après, on passe au niveau du prêt, on passe au minute d'après. Et en fait, on fait ça et on ouvre un temps à la discussion, mais pas forcément trop long, etc. C'est vraiment presque un art là-dedans. Il y avait des échanges dans les commentaires super intéressants, ce que disait Vic 10 et sur lequel Stéphanie rebondissait, sur le fait de lier la performance au bonus, mais ensuite les augmentations, les promotions à l'évaluation de la compétence et l'évolution du scope. Donc un peu cette différenciation, ce que je comprends, ce que dit Vic 10, c'est on attribue du bonus complètement par rapport à la performance, mais les augmentations, les promotions et un peu le carrière path sont liés à un scope actuel, un scope futur, de la compétence actuelle, une compétence future. On peut revenir sur le sujet. On continue avec les questions. Si on revient avec le sujet, alors on repasse, on reviendra peut-être sur le côté salaire. Mais il y avait une question intéressante. La première, c'était Clément, c'était les stocks options. En gros, est-ce qu'on voit les entreprises associer de la liquidité, donc en réaction en disant permettons, parce qu'on parle de liquidité, c'est la possibilité de vendre ces stocks options, c'est-à-dire d'exercer ces stocks options en tant qu'employé et de les vendre en externe, soit l'entreprise qui les rachète, soit des investisseurs qui les rachètent, ces stocks options, ce qui se fait très souvent dans le cadre de levée de fonds, mais pas que. Alors, moi, j'ai vu que 5 entreprises, 6 à ce jour en France, faire ça, c'est-à-dire permettre à des salariés qui avaient acquis des stocks options historiquement en revendre une partie. Souvent, c'est de l'ordre de 20, 25, 30%. Souvent, c'est que la partie de la population qui est là depuis au moins 2 ans et de les revendre à des investisseurs extérieurs, souvent dans les levées de fonds. Est-ce que vous avez vu ça, Katharina, Calix, ce genre de processus de liquidité? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Pendant les levées de fonds, effectivement, il y a pas mal de négos qui se jouent, mais j'ai envie de dire en dehors des périodes de levée, en tout cas pour ma part, c'est un sujet vraiment bien trop glissant pour l'embarquer, en tout cas au vu du contexte, quoi. Donc non, j'ai pas de retour d'expérience de startups qui ont réussi à convaincre les VC d'accepter, parce qu'évidemment, le board est censé tamponner ce type de décision. Ouais, c'est complexe, c'est pas que la décision du CEO, ça c'est important à savoir, c'est pas que le chef qui veut pas, c'est en fait c'est les actionnaires, le board et tout qui veulent pas, parce que on sait tous que quand on verse 10 de BSPCE, au final il y en a peut-être que 4 qui vont être exercés et donc il y en a 6 qui vont revenir dans le pool, donc se dire qu'en fait les 10 qu'on a versés c'est vraiment les 10, c'est complexe. Moi ce que je vois c'est assez peu de second marché, ça c'est assez rare, en gros les BSPCE c'est les BSPCE. Par contre, on a des nouvelles solutions qui apparaissent. J'entends de plus en plus parler d'AGA, par exemple, alors qu'avant, c'était quand même assez rare. Et on a des boîtes comme Futures qui permettent d'attribuer des actions de préférence, donc des actions qui vont plus capter de la valeur. Et surtout, on est d'ores et déjà propriétaire de l'action. Je pense qu'il faut vraiment se pencher sur la solution parce que l'oasis dorée des BSPCE il y a quelques années montre qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Et on voit percer des solutions genre Caption Market, genre Future, genre qui permettent de rationaliser un peu ces échanges, mais j'ai pas le sentiment qu'on y soit aujourd'hui, quoi. Ouais, ce qui est intéressant là-dessus, je rebondis sur un point que tu as dit, c'est qu'il faut réaliser, c'est que donc ces processus de liquidité, donc c'est de pouvoir revendre ses actions, ses stocks options. Donc tu parlais d'AGA, AGA c'est des actions gratuites, donc c'est le fait de donner des actions d'entreprise directement plutôt que des stocks options. Les BSPCE sont des stocks options, sont des droits d'acheter des actions à un certain prix, ne sont pas des actions en direct. De plus en plus d'entreprises s'y mettent, même si le mécanisme de BSPCE est souvent celui préféré. Pour qu'il y ait des gens qui veulent, pour qu'il y ait des employés qui puissent vendre ces actions, il faut que l'entreprise soit d'accord, il faut que les investisseurs soient d'accord.
il faut qu'il y ait des gens qui veulent les acheter. Donc, il y a 2 ans, c'était un peu la folie des marchés secondaires, notamment Caption, etc. Tous les investisseurs voulaient investir dans toutes les plus belles licornes, les plus belles startups. Maintenant, ce qui se passe et qu'il faut réaliser, c'est que beaucoup de ces entreprises ont levé des fonds sur une valorisation énorme. Il n'y a plus beaucoup d'investisseurs qui, pour l'instant, se tapent à la porte pour pouvoir acheter ces actions. Donc, même si les entreprises voulaient, il n'y a pas forcément en ce moment un climat profitable à ce que des investisseurs viennent acheter les actions. Donc, ça se fait encore. On parlait encore hier à une entreprise qui s'apprête potentiellement à faire un événement de liquidité externe et faire entrer des investisseurs, mais c'est loin d'être la norme. Je rebondis sur la question de Vigdis qui dit, et ça, c'est une question pour nous et tout le monde aussi dans l'audience, est-ce qu'il y a des entreprises qui réfléchissent à d'autres leviers que le salaire pour améliorer la rémunération? Que ce soit, est-ce qu'il y a des choses, que ce soit les tickets resto, augmentation de la prise en charge de la mutuelle, la prime Macron, on en a parlé un peu avant. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que des gens dans le chat, vous avez des idées? Katharina, Calix, je suis preneur de voir ce que des mesures, des choses que vous avez vues, des choses que vous préconisez aux entreprises. Alors ouais, carrément, parce que moi, c'est des choses que je connaissais assez peu et on a fait plusieurs projets sur les benefits, donc vraiment pur les benefits, parce qu'à force d'accumuler des avantages, des perks, bah, tu n'as plus forcément de sens et ça va coûter très cher. Et on a fait des projets, et Katharina en a fait notamment il n'y a pas longtemps, qui permettaient de faire une étude sur les bénéfices aujourd'hui utilisés, quel était leur impact, et éventuellement de réajuster, d'en supprimer un ou d'en enlever un. J'étais dans une société où on donnait une retraite complémentaire, ce qui coûtait extrêmement cher à des jeunes profils qui restaient pas longtemps, donc qui s'en fichaient. Et donc, on a pris cette masse pour pouvoir la réattribuer ailleurs. Comme de la même manière, les tickets restaurants ont un coût énorme et pour autant assez peu d'impact. Et donc ça, il y a beaucoup de sujets, mais je peux répondre à Vigdis, j'ai pas le sentiment que la perception des bénéfices aille dans le salaire. Il y a un gros sujet sur les BSI, donc les bulletins sociaux individuels, qui permettent de te donner à la fin de l'année combien tu as coûté, et notamment sur les bénéfices. Je trouve que c'est un sujet qui pourrait être encore amélioré, parce que ça permet aux gens de réaliser le coût et tous les avantages qu'ils ont, ce qui est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui. Oui, ça, je rebondis là-dessus sur 2 points que tu viens de dire parce que, il y a une enquête qui est sortie il n'y a pas longtemps de Josh Bersin qui montre que il s'agit des avantages, en fait, ils ont un effet quand ils sont mis en place, un effet d'annonce bénéfique, mais que dans le temps, il y a beaucoup d'avantages, en fait, sont plus valorisés parce que soit les gens les prennent comme acquis, soit les gens sont même pas au courant qu'ils existent, d'où l'intérêt des BSI pour rappeler aux gens les intérêts et les avantages. Et qu'en fait, ce qui est compliqué avec les avantages, c'est que ça a un effet immédiat, parfois dans le long terme, beaucoup moins, parce que c'est perçu comme un acquis. Par contre, enlever ces avantages, ça peut être très compliqué. Et donc, en effet, s'empilent des avantages qui deviennent complexes, non compris des gens, et pour lesquels parfois il est dur de revenir en arrière. La retraite complémentaire, ça peut peut-être bien passer. Parfois, revenir sur les tickets restaurants, même si ça peut être très compliqué pour les entreprises. Donc, moi, je suis plutôt de l'équipe de faire attention. Alors, l'effet court terme peut être positif, mais l'effet long terme, en fait, on se retrouve avec plein d'avantages qui ont un impact bien moindre que s'ils étaient redistribués différemment. Katharina, toi, tes recommandations de mesures? Yes, en fait, ce qui peut bien marcher et ce qui a été tenté par pas mal de startups, c'est ce qu'on appelle flex benefits. Donc, tu attribues une sorte de budget global sur les perks et tu laisses le choix, en fait, aux équipes de trancher si moi, je veux une couverture plus importante sur tel sujet. Est-ce que dans ma cagnotte sport, j'ai besoin vraiment de booster parce qu'en fait, je ne vais pas l'utiliser. Et donc, ça permet de rendre la chose plus customisée. Maintenant, évidemment, c'est un terrain glissant parce qu'on est censé avoir des mesures collectives et donc, il y a un aspect d'audit derrière qu'il faut suivre. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de plateformes aussi qui sont lancées sur ce sujet et qui permettent de pallier à ces terrains glissants et donc rendre la chose quand même compliant par rapport à l'URSSAF, notamment si je parle de la France. Mais voilà, c'est un sujet, ça ne remplace pas une augmente, mais ça permet d'avoir une proposition employeur qui peut être attractive, en tout cas à l'entrée. Ce qui est difficile, c'est de le faire vivre en fait de façon constante et régulière. Ça ne remplace pas un bonus, ça ne remplace pas une augmente. Mais quand c'est customisé et que ça répond pas mal aux besoins des équipes, ça peut être perçu comme un plus qui peut pallier certaines périodes de contexte économique un peu plus compliqué comme on est en train de le vivre en ce moment. Oui, c'est intéressant. Moi, la vision que j'ai sur les avantages, en fait, c'est que c'est la flexibilité la clé parce que mettre en place un abonnement de sport, ça va plaire qu'une partie de la population. Mettre en place un abonnement sur la lecture ou sur du bien-être, du yoga, pareil. Et qu'en fait, la clé, ce serait la flexibilité. Même si en fait, on prend un pas en arrière et qu'on met de côté toutes les considérations de compliance, d'URSSAF et de faisabilité technique, en fait, je pense même que la rémunération devrait être, le package entier devrait être flexibilité et que les gens, idéalement, pourraient choisir entre plus ou moins de salaire, plus ou moins de stock options, plus ou moins d'avantages,
plus ou moins de congés potentiellement dans une certaine mesure, notamment légale, ce serait le monde idéal, que chacun à un moment donné de sa vie puisse choisir ce qui lui va. Néanmoins, on est dans un monde complètement utopiste parce que la faisabilité de la chose est bien complexe. C'est clair. Est-ce que vous avez, il est midi 15, alors on a commencé un peu en retard. Est-ce qu'on avait une autre question à prendre? Alona avait une question sur les grandes règles d'éligibilité. Il y en a beaucoup sur les règles d'éligibilité à la campagne de revue de rémunération. Bon, déjà, il y a les considérations légales. Enfin, je ne sais pas si Katharina et Calixte, côté éligibilité, vous lire au bon dessus, mais en fait, le cadre légal est quand même assez strict sur qui on peut mettre et qui on ne peut pas mettre. C'est la question d'Alona. Il y a aussi, dans le grec d'éligibilité, au-delà des côtés, notamment traitement des congés mat et parental, etc., il y a la question de l'éligibilité, c'est souvent celle qui est clé, c'est qui est éligible en termes d'ancienneté dans l'entreprise. Donc nous, la norme, on avait regardé ça à l'époque, la norme, ce qu'on voyait, c'est que la plupart des entreprises ne rendent pas éligibles ceux qui sont là depuis moins de 6 mois. C'est-à-dire quand on fait des campagnes qui ont date d'effet au 1er janvier, tous ceux arrivés après juillet de l'an dernier ne sont pas éligibles, voire même 9 mois pour certaines entreprises. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez vu d'autres choses ou d'autres choses en tête en termes d'éligibilité? Non, c'est ça, 6 mois, mais dans le monde d'avant où j'étais, l'industrie, c'était 1 an. Il n'y avait même pas de débat, en fait. Et donc, c'est aussi parce que ça va très vite en startup que c'est 6 mois, mais il faut bien se dire que tu rentres en avril-mai, tu as la possibilité d'avoir une augmentation 8 mois après. C'est quand même assez dingue et c'est assez spécifique au monde de la tech. Donc voilà. Et ça nous amène aussi au sujet de la fréquence des augmentes. Quand on fait effectivement, quand on pose un critère qui est 6 mois, il y a forcément des gens qui loupent le coche à 2 semaines près et donc potentiellement qui doivent attendre la prochaine vague, j'ai envie de dire. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir finalement 2 slots dans l'année où tu conduis tes augmentes. Certaines boîtes le font à l'anniversaire. Alors clairement, ça c'est difficilement scalable. On peut le faire au tout début quand on est 10-15, mais à l'anniversaire du contrat, c'est vraiment pas la chose qui est simple à mettre à l'échelle. Maintenant, si on le fait 2 fois dans l'année, en fait, on se rend compte qu'on fait une augmente annuelle et on fait une sorte de rattrapage pour les personnes qui ont passé un cap et qu'on souhaite promouvoir. Et ça permet d'éviter ce sujet de frustration que vous connaissez sûrement de j'ai loupé le coche de 2 semaines, est-ce qu'on peut faire une exception pour moi pour m'assurer que je rentre dans les clous pour l'augmente de janvier notamment, en termes de bonnes pratiques récemment. Donc ça, ce qui est intéressant sur le côté fréquence des revues, et si on finit là-dessus, c'était nous, ce qu'on voit, c'est quand même la majorité, c'est 1 fois par an. Donc pareil, dans la dernière enquête, on vous la partagera, on posait des questions, c'était à peu près, je crois, 70-75% qui faisaient 1 fois par an. Il y en a qui faisaient 2 fois par an, et souvent, quand elles le font 2 fois par an, les entreprises ne font pas l'intégralité de la population 2 fois par an. Soit ils divisent en fait les règles d'éligibilité en 2, ils disent tous ceux qui sont arrivés de telle date à telle date sont vus en janvier, les autres en juillet. Soit ils font une augmentation annuelle en début d'année, et ils font des ajustements à mi-année. C'est justement pour s'éviter le cas de figure de j'ai un salarié super performeur en mars qui était peut-être arrivé en juillet de l'an dernier, donc il n'avait pas eu d'augmente en janvier, mais en fait il est en surperformance et on lui dit non mais tu attends jusqu'à janvier prochain, ce qui est long comme cycle en tech, de lui dire en fait à mi-année on peut faire des ajustements marché pour certaines personnes ou certains rôles où on s'en attention, ou des promotions, des gens qui sont en surperformance, mais c'est une minorité de la population, ça va être 10-15% de la population au grand maximum, et le reste ça reste des campagnes annuelles. Et je trouve que c'est un format qui marche bien. Tout le monde à un moment de l'année, une partie juste de manière temporaire à mi-année. Et alors c'est intéressant, je parlais avec Claire, qui ne peut pas être là, d'Evaneos, à DRH d'Evaneos récemment. Eux, ils disent qu'ils font leur revue de salaire en juin ou juillet, parce qu'ils attendent en fait que tout le reste du marché fasse leur revue de salaire, d'accéder aux dernières données de marché, notamment sur Figure, qui leur permet de dire, on attend de voir comment le marché bouge, qui est augmenté, comment. On fait une photo et en fait, on fait nos revues de salaire en juin, juillet, après tout le monde, c'est plus tranquille. Le marché a bougé, donc on a de meilleures informations sur ce que les mondes ont fait plutôt que de se dire qu'est-ce que fait tout le monde, qu'est-ce que fait tout le monde. Et ça marche. Enfin, en tout cas, elles semblaient être très contentes. On n'a plus de questions et en tout cas, on a déjà débordé de 4 minutes, mais on avait commencé avec quelques problèmes techniques un peu en arrière. Donc, on touche à sa fin. Je voulais remercier d'abord Katharina, Calix. Merci à vous deux d'être venus pour ce webinaire. Merci, et je veux remercier tout le monde d'être venu. Vous allez recevoir un email avec le replay. On fera suivre les slides, comme on l'a dit, les chiffres que l'on a partagés. Et merci à tout le monde d'être venu nous voir, nous avoir écoutés. Merci pour la participation et vos commentaires et vos questions. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine. On y est presque. Merci à tout le monde. Merci. Bonne journée à tous.